Quelqu'un ment parce que quelqu'un est mort. Et ce qui se passe ici n'est pas une simple crise politique. C'est un pouvoir qui commence à se déchirer en direct sous les projecteurs. Des responsables au sommet qui se retournent les uns contre les autres, publiquement, comme si chacun cherchait déjà une sortie. Tout part d'un nom, Alex Prey. Une infirmière vétéran tuée à Minneapolis lors d'une opération fédérale. Et maintenant, au lieu d'une version claire, on assiste à une panique ouverte. Kristi Noem affirme qu'elle n'a fait que lire un texte et pointe Stephen Miller. Miller répond qu'on lui a transmis de fausses informations sur le terrain. Puis, il lâche la phrase qui change tout, une possible violation du protocole avant la fusillade. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Quand un régime commence à se dénoncer lui-même, ce n'est pas un accident. C'est le signe que quelque chose de bien plus grave remonte. Et ce qui arrive ensuite pourrait tout faire basculer. Parce que voici le vrai cadre de cette histoire. Et il est beaucoup plus large que ce qu'on vous raconte. Officiellement, on parle d'une opération de protection à Minneapolis. Des agents fédéraux envoyés sur place, une présence renforcée, une intervention censée suivre un protocole strict. Mais dans les faits, tout ce qu'on voit, c'est une administration qui ne contrôle même plus son propre récit. Stephen Miller le dit lui-même dans une déclaration à CNN, la Maison-Blanche avait donné des instructions claires à la sécurité intérieure. Les agents supplémentaires devaient servir de barrière physique entre les équipes d'arrestation et les perturbateurs. Et ensuite, cette phrase « Nous évaluons pourquoi l'équipe CBP n'a peut-être pas suivi ce protocole. Notissez ce qu'il manque. » Il ne dit pas « Tout a été fait correctement. » Il dit « Pourquoi n'ont-ils pas suivi les règles? » C'est un glissement énorme. Mais voici le moment où l'histoire bascule, parce que quand un responsable admet publiquement qu'un protocole a pu être violé, ce n'est pas seulement une erreur administrative. C'est une porte ouverte, une porte vers une question beaucoup plus dangereuse. Qui a donné l'ordre? Qui a mal agi? Et qui essaie déjà de se protéger? Et pendant que ces accusations montent, la guerre interne commence. Stephen Miller rejette la faute sur les agents au sol, sur Greg Bevino, sur la Border Patrol. Kristi Noem rejette la faute sur Miller. Tout le monde se renvoie à la responsabilité comme si personne ne voulait être celui qui reste avec le poids de cette mort. Et ce n'est pas fini. Parce que maintenant, même les alliés MAGA se déchirent entre eux. Une sénatrice républicaine de Floride, Ileana Garcia, demande que Miller soit renvoyé. Elle dit que cette politique migratoire va coûter les midterms au parti. Le New York Times rapporte qu'elle qualifie la fusillade d'abhorrente. Et là, Katie Miller, l'épouse de Stephen Miller, attaque Garcia publiquement. Elle affirme qu'elle aurait été virée de DHS parce qu'elle ne venait pas travailler. Mais regardez la réponse de Garcia. Elle lance « Invite-moi à ton podcast et parlons de la façon dont tu as qualifié ton petit ami de raciste. » Ce n'est plus de la politique. C'est un effondrement en plein jour. Mais voici la question que ça pose pour vous. Si même eux n'arrivent plus à maintenir une ligne commune, qu'est-ce qui est en train de leur échapper? Et ce qui se passe en coulisses est encore plus glaçant, parce que pendant que ces responsables s'accusent mutuellement, ailleurs, une autre scène se déroule, et elle est presque irréelle. Alors que le pays est secoué par la mort d'Alex Prey à Minneapolis, une vidéo circule. À Mar-a-Lago, le club de Donald Trump organise une soirée. Des invités en champagne au bord de la piscine, des femmes en tenue de showgirl, des artistes flottant dans des bulles géantes. La phrase rapportée est glaçante. Pendant que le pays vacille, ils font la fête. Et là, l'histoire prend une dimension plus sombre, parce qu'on ne parle plus seulement d'une fusillade. On parle d'un contraste brutal entre ce qui se passe sur le terrain et l'insouciance affichée au sommet. Mais voici la partie que personne ne peut ignorer. Quand un régime commence à perdre le contrôle, il se passe toujours deux choses en même temps. En bas, la violence et le chaos. En haut, la déconnexion totale. Et pendant que la base MAGA se déchire, les sénateurs tentent de colmater. Lindsey Graham passe à la télévision et dit en substance « Stephen Miller n'est pas le problème. Les villes sanctuaires sont le problème. » Et il ajoute quelque chose de révélateur. Quand l'ère Trump prendra fin, quelques personnes sortiront avec lui. Et Stephen Miller sera dans ce groupe.
Traduction, il est intouchable. Mais regardez ce paradoxe. Ils admettent qu'il y a eu violation du protocole. Mais ils affirment que l'homme au centre de la machine n'est pas responsable. C'est exactement comme ça que les systèmes se protègent. Mais maintenant, tout s'accélère. Parce que pendant que ces disputes explosent, les chiffres tombent. Trump est à 38 % d'approbation, record bas. Son approbation sur l'immigration tombe à 39 % et la majorité des Américains disent que les opérations ICE sont allées trop loin. Down, down, down. Mais voici le moment où l'histoire se retourne. Parce que Trump, au lieu de calmer le jeu, multiplie les déclarations bizarres. En Iowa, il affirme que la Chine va lui envoyer une loi à signer. Écoutez bien, China will be sending me a bill. Comme s'il confondait un pays étranger avec le Congrès. Et ce n'est pas isolé. Il confond l'Islande avec le Groenland. Il parle d'invasion. Il semble décrocher. Mais la phrase la plus froide arrive quand il évoque une autre victime, Renee Good. Il dit qu'il se sent encore pire parce que ses parents étaient des fans de Trump. Remarquez ce que ça implique. La gravité d'une mort, mesurée par l'allégeance politique des parents. C'est un basculement moral complet. Et pendant ce temps, il affirme que le dollar va très bien, alors qu'il chute à un plus bas de 4 ans. Tout est déconnecté, tout est instable. Mais voici la vraie question. Si la machine se fissure au sommet, qu'est-ce qui se passe dans la rue, en bas, là où les conséquences sont réelles? Parce que la prochaine scène est terrifiante et c'est là que l'histoire devient physique, concrète, dangereuse. Parce que pendant que les responsables se disputent à Washington, sur le terrain, la tension déborde. Donald Trump continue de publier des messages agressifs, de cibler des élus, d'alimenter une atmosphère électrique. Et dans ce climat, quelque chose se produit. Lors d'un town hall, la députée Ilhan Omar est attaquée. Sur caméra, un homme s'avance. Il tient une seringue, il la charge. Une substance est projetée. La scène est chaotique. On entend les réactions. « Oh my God !» C'est rapide, brutal, réel. Et après, Omar parle à CNN. Elle dit « J'ai survécu à la guerre, je survivrai à l'intimidation. » Mais voici le détail qui change tout. Ce n'est pas seulement l'attaque, c'est la réaction, parce que certains médias proches du régime minimisent immédiatement. Un commentateur dit « ça ressemblait à du silly string ». Comme si une attaque avec une seringue pouvait être traitée comme une blague. Notissez ce mécanisme. Quand la violence devient banale, quand on la réduit à un gag, c'est là que le seuil se déplace. C'est là que quelque chose d'anormal devient normal. Et maintenant, la peur s'installe. Parce que si une élue peut être chargée en public, que se passe-t-il pour les citoyens ordinaires? Mais voici la partie que personne ne veut regarder en face. Quand le pouvoir perd le contrôle, il ne s'effondre pas en silence, il devient imprévisible. Et ce sont toujours les gens en bas qui encaissent. Et c'est ici que l'histoire d'Alex Prey revient comme un fantôme, parce qu'une femme a filmé la scène. Elle a enregistré ce moment. Et 4 jours après, elle affirme n'avoir reçu aucun contact du FBI, aucun procureur fédéral, aucun appel du gouvernement. Elle dit « Non, absolument pas ». Elle a parlé aux enquêteurs de l'État du Minnesota, mais pas au fédéral. Et elle ajoute une phrase glaçante « Ils se protègent eux-mêmes. Ils ne veulent pas la vérité ». Puis un autre détail tombe. Elle affirme que les équipes d'enquête n'ont même pas été autorisées à accéder à la scène du crime. C'est une accusation énorme. Mais voici la question. Si personne au sommet ne veut enquêter, alors qu'est-ce qu'ils craignent de découvrir? Parce que ce qui vient ensuite, ce n'est plus seulement une crise politique, c'est une crise de confiance. Et la prochaine étape pourrait être la plus explosive, parce qu'à ce stade, on ne parle plus d'un incident isolé. On parle d'un système qui commence à se refermer sur lui-même. Regardez la séquence complète, une fusillade mortelle, des responsables qui se rejettent la faute, une possible violation du protocole, une absence de contact fédéral avec un témoin clé, et en parallèle, des attaques publiques, des agressions, une normalisation inquiétante, mais voici la partie que peu de gens comprennent. Ce genre de crise ne reste jamais contenue. Elle s'étend. Stephen Miller dit qu'il a transmis des informations du terrain. Kristi Noem dit qu'elle a lu un texte écrit par Miller. Chacun pointe un étage en dessous. C'est une chaîne de responsabilité qui se casse. Et quand une chaîne se casse,
La question devient simple. Qui contrôle vraiment l'appareil? Parce que ce qu'on voit ici, c'est une machine qui avance vite, mais sans pilote clair. Et c'est là que la pression monte. 2 ou 3 développements s'empilent en même temps. Un responsable accuse l'autre. Une sénatrice républicaine dit que cela coûtera les midterms. La femme de Miller attaque publiquement cette sénatrice. Trump fait la fête à Mar-a-Lago pendant que le pays réagit. Les sondages plongent, les déclarations deviennent incohérentes, la violence se rapproche des élus, tout arrive trop vite. Et c'est exactement comme ça qu'un mini-effondrement commence. Pas avec une explosion unique, mais avec une accumulation. Mais voici le moment où ça devient personnel pour vous. Parce que quand les institutions se battent entre elles, quand la police fédérale est accusée de ne pas suivre les règles, quand les enquêtes semblent bloquées, ce n'est pas un débat abstrait. C'est votre sécurité quotidienne. C'est la question de savoir si demain, dans votre ville, une opération de routine peut déraper, si un témoin peut être ignoré, si la vérité peut être retardée. Et si ça vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Parce que l'histoire réelle, ce n'est pas seulement Trump ou Miller, c'est le mécanisme. Un système construit sur la force, la vitesse, le spectacle, finit toujours par produire des fractures. Et quand ces fractures deviennent visibles, elles attirent encore plus de tension. Mais voici ce qui est le plus inquiétant. Ce genre de machine ne ralentit pas d'elle-même. Elle accélère. Alors, la question finale de cette partie est simple. Qu'est-ce qui se passe si cela continue? Parce que la prochaine étape, ce n'est pas seulement une dispute interne, c'est ce que ce chaos rend possible. Parce que maintenant, on arrive au cœur du mécanisme. Et c'est là que cette histoire devient plus intelligente et plus inquiétante que ce que montre la télévision. Ce que vous voyez, ce n'est pas seulement une administration en crise, c'est un système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Regardez, quand quelque chose tourne mal, une mort, une attaque, une violation possible du protocole, la première réaction n'est pas la transparence, c'est la gestion du récit. Kristi Noem dit « ce n'est pas moi, c'est le script ». Stephen Miller dit « ce n'est pas moi, ce sont les agents sur le terrain ». Les médias alliés disent « ce n'est pas grave, c'était du silly string ». Et pendant ce temps, le témoin affirme n'avoir eu aucun contact fédéral. Ce n'est pas du hasard, c'est une logique de protection. Mais voici la partie que ça révèle. Dans ces systèmes, le pouvoir ne se mesure pas à qui agit. Il se mesure à qui peut éviter d'être tenu responsable. Et plus la pression monte, plus la machine cherche des fusibles. Un agent, un responsable local, un protocole mal appliqué, jamais le centre. Et c'est pour ça que Lindsey Graham dit que Stephen Miller restera jusqu'à la fin. Parce que Miller n'est pas seulement un individu, il est un pilier de la structure. Mais voici où ça devient dangereux. Quand la structure commence à se fissurer publiquement, elle compense par plus de force, plus de spectacle, plus de polarisation. Trump dit que tout va bien. Il dit que le dollar est exceptionnel. Il dit que l'inflation est réglée, alors que les chiffres et les sondages tombent. C'est un décalage total. Et ce décalage crée une chose, l'instabilité. Parce qu'un système qui refuse de reconnaître la réalité finit par la rencontrer violemment. Et c'est là que 2 chemins se dessinent. Soit ils ralentissent, ils enquêtent, ils corrigent, soit ils doublent la mise. Plus d'opérations, plus de rhétorique, plus de tension. Et quand un régime commence à se dénoncer en public, quand les témoins parlent de blocage, quand les attaques se rapprochent des élus, la prochaine étape n'est jamais calme. Elle est déjà en train de se former. Mais voici la question que vous devez garder en tête. Le prochain mouvement viendra-t-il d'une enquête ou d'une escalade? Parce que ce qui arrive ensuite pourrait définir tout le reste. Alors maintenant, regardons l'avenir proche. Pas dans 6 ans, pas dans une théorie, dans les prochaines semaines. Parce que quand une administration commence à se fissurer comme ça, 2 trajectoires deviennent possibles. Et les 2 sont lourdes. Première trajectoire, la containment. Ils ouvrent une enquête réelle, ils rétablissent une ligne officielle. Ils isolent l'incident Alex Prey comme une erreur. Ils trouvent un responsable intermédiaire, un fusible. Et ils espèrent que le public passe à autre chose. C'est le scénario classique. Un système se protège en sacrifiant quelqu'un en bas pour sauver le sommet. Mais voici le problème. Quand les responsables se sont déjà accusés publiquement, quand Stephen Miller a déjà parlé de violation du protocole, le récit est déjà hors contrôle. La deuxième trajectoire est plus sombre.
l'accélération. Ils refusent de reculer. Ils durcissent les opérations. Ils transforment la critique en attaque. Ils disent que le problème, ce sont les sanctuary cities, les disrupteurs, les ennemis internes. Et plus les sondages baissent, 38 39 plus la tentation est grande de gouverner par tension plutôt que par stabilité, parce que la peur mobilise. Mais voici la partie la plus inquiétante. Dans ce genre de moment, chaque incident devient une étincelle, une fusillade, une attaque en public, un témoin ignoré, une phrase bizarre d'un président en décalage. Tout devient combustible. Et pendant que la machine politique s'agite, les gens ordinaires ressentent la pression dans les rues, dans les villes, dans la confiance envers les institutions. On est dans une zone où l'histoire peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Pas parce que quelqu'un l'a décidé calmement, mais parce que la dynamique est déjà lancée. Et la vraie question est simple. Qui fera le prochain mouvement? Parce qu'il est presque certain que le prochain chapitre est déjà en train de s'écrire. Parce que voici la vérité profonde, celle qui reste quand le bruit retombe. Cette histoire n'est pas seulement celle de Trump ou de Stephen Miller ou même d'Alex Prey. C'est l'histoire d'un système qui, sous pression, révèle ce qu'il est vraiment. Quand tout va bien, le pouvoir paraît stable. Mais quand une crise arrive, une mort, une attaque, une violation possible du protocole, le masque tombe. On voit la mécanique, la responsabilité qui glisse, les récits qui se contredisent, les témoins ignorés, les alliés qui se déchirent, la violence qui se rapproche, la normalisation qui s'installe. Et ce n'est pas un accident. C'est ce que font les structures qui se protègent avant de protéger la vérité. La phrase qui résume tout tient en une ligne. Quand un régime commence à se dénoncer lui-même, c'est que la réalité remonte. Et ce qui rend ce moment si dangereux, c'est l'incertitude. Est-ce que cela débouche sur une enquête réelle ou sur une escalade, sur une correction ou sur plus de chaos? Parce que l'histoire n'est pas terminée, elle est en train de s'ouvrir. Et ce que vous voyez maintenant, ces fissures, ces accusations, ces scènes étranges, ces sondages qui plongent, ce sont souvent les premiers signes d'un basculement plus large. Alors, si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, si vous voulez suivre la prochaine couche de cette histoire, abonnez-vous. Parce que la prochaine vidéo ne parlera pas seulement de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils essaient désespérément d'empêcher le public de voir.